En vérité, moi, Socrate, je ne suis ni athénien, ni grec, mais je suis un citoyen du monde. Si vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous souffrez. Si vous obtenez ce que vous ne voulez pas, vous souffrez. Même lorsque vous obtenez exactement ce que vous voulez, vous souffrez encore, parce que vous ne pouvez pas le garder avec vous pour toujours. Votre esprit est une situation difficile. Il va être libre du changement, sans les obligations de la vie et la mort. Mais le changement est la loi, et aucun montant de prétendant va modifier cette réalité. Regarde la philosophie sur notre vie en société, un podcast réalisé par Khalifa, épisode 1, Justice et obéissance civile. Parler de ce qui touche la philosophie nous pousse à épouser d'abord le personnage de Socrate. Le nom de Socrate est presque aussi fameux que celui de la philosophie. C'est parce qu'il est le premier à se vouer entièrement à la recherche de la connaissance humaine, c'est-à-dire à une recherche dont la préoccupation première consiste à comprendre la nature morale de l'homme. Socrate est par contre le premier à placer l'homme au centre de ses investigations. C'est d'ailleurs pour cette raison que Cicéron nous le présente comme le père de la philosophie, puisqu'il invita la philosophie à descendre du ciel, l'installa dans les villes, l'introduisit jusque dans les foyers et lui imposa l'étude de la vie, des mœurs, des choses bonnes et mauvaises. Néanmoins, malgré son importance, Socrate reste une figure énigmatique pour les historiens de la philosophie, voire pour toute personne imprégnée du désir de connaître le personnage historique dans toute sa complexité, car il n'a jamais rien écrit. Sa pensée, que nous pouvons résumer à son principe de vertu-science, à savoir la recherche de la vertu au moyen de la connaissance, nous est transmise grâce à des témoignages posthumes. S'interroger à la question de la justice reviendrait à se tourner d'abord vers la vie sociale. En effet, vivre signifie exister, c'est-à-dire sortir de soi pour se développer dans son être, ce qui nous permettra de dire que l'homme est un être en devenir. C'est ce qui pousse ainsi la philosophie à vouloir réfléchir sur des thèmes comme la société, l'individu et son rapport avec la société, les cultures, les lois et les normes sociales, l'État, la liberté, le langage ainsi que le travail. On se rend à l'évidence que tout part et revient vers la société, d'où cette série de questions. L'homme a-t-il une valeur en dehors de la société? Quels sont les rapports entre l'homme et ses semblables? Quels sont les rapports entre l'homme et les sociétés? Faisons dès lors une petite définition de ce qui est la société. En effet, on appelle société une communauté d'individus ayant en partage le commun vouloir de vivre ensemble, une aire géographique déterminée par des valeurs et des lois. Également, il pourrait être défini comme étant une solidarité organisée par une communauté d'individus, éprouvant le besoin de fonder un État. À partir de cette conception de la société, l'on pourrait comprendre pourquoi la société n'a pas toujours existé. Historiquement, nous avons la horde primitive, c'est-à-dire l'état de nature qui se fonde sur cette idée Homo homini lupus, en latin qui veut dire l'homme est un loup pour son semblable, ce qui reviendrait à dire que c'est la loi de la jungle qui est en vigueur, c'est-à-dire la loi du plus fort est toujours la meilleure. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Entre parenthèses, ces propos d'Alpha Blondy sont un idéal, mais nous n'en sommes pas encore là. Revenons ici à cette loi de la jungle. La force dans cette loi de la jungle est essentiellement physique et parfois sociale. C'est aussi souvent la noblesse de la descendance. C'est l'état de nature.
Rousseau, dans son fameux ouvrage du contrat social, considère que c'est la liberté naturelle qui est en vigueur, ce qui traduit un chaos, un désordre, un état de guerre, éventuellement, car les intérêts en jeu vont inévitablement entrer en conflit, dans la mesure où chaque membre de la société tient fermement à ses propres intérêts, ce qui aura ainsi pour conséquence la déchirure du tissu social. Dans cet état où les intérêts sont antagonistes, chacun agit en fonction de l'instinct de survie ou de conservation. C'est pourquoi Rousseau demande l'instauration d'un pacte social qui permettra au-delà du respect la prise en compte des droits et devoirs de chacun. Ce pacte ou contrat social, Rousseau le voit comme étant une solution, car pour lui, le droit du plus fort ne peut être un principe directeur d'une société, car il est incompatible avec l'intérêt commun, et donc l'intérêt général. Car selon lui, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. La réponse par rapport à la question de l'acte par lequel un peuple est un peuple nous est donnée par Rousseau. Il remarque que l'état de nature n'est dépassé que lorsqu'il devient clair que le genre humain périrait s'il ne changeait de manière d'être. C'est pourquoi il stipule que les hommes doivent joindre leurs forces pour trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Le contrat social donne la solution à ce problème, car c'est la loi qui garantit l'harmonie entre le droit et le devoir. Cette harmonisation suppose que l'individu passe à la dimension de personne, étant entendu que cette dernière est définie par Emmanuel Kant à partir de 3 critères, c'est-à-dire l'être raisonnable, l'être ayant le sens du devoir et l'être obéissant à la loi, qui n'est rien d'autre que la conscience. Et la conscience nous permet d'agir humainement en distinguant ce qui est permis de ce qui est interdit, ce qui nous permettra dans le prochain chapitre d'aborder la question de l'incarnation de la justice et la relation entre les individus et la société. Chers lecteurs, rendez-vous donc au prochain chapitre.